On va y aller là pour de vrai du côté des Chargers de Los Angeles. La deuxième année de Jim Harbaugh à la barre des Chargers. Puis Harbaugh, tu sais, je parlais là d'amener un entraîneur professionnel. C'est du côté de Vegas, ça fait de stabiliser l'organisation. On a vu là du côté des Chargers, Marc-André, la différence que ça fait lorsque tu as un vrai entraîneur-chef là. OK, à Los Angeles, Jim Harbaugh il a gagné partout où il est allé. Immédiatement, il a donné une identité aux Chargers. Sa marque de commerce, c'est quoi? C'est de courir avec le ballon là, en attaque. Là. Jim Harbaugh, malgré le fait qu'il est un ancien carrière, il aime pouvoir miser sur des attaques qui sont robustes, qui peuvent courir avec le ballon. C'est ce qu'on a fait l'année dernière du côté des Chargers. On a été en mesure de participer aux éliminatoires, mais on est quand même allé de quelques changements de personnel du côté de l'organisation de Los Angeles. Et d'entrée de jeu pour les Chargers, j'aimerais t'amener sur la quête. Ah oui, excuse-moi, oui. Le tableau des arrivées et des départs, ben écoute, je pense qu'il faudrait discuter de Benjamin Saint-Just qui est arrivé, le Québécois qui est arrivé avec les Chargers cette année dans une défense. Je pense qu'il y aura les opportunités de se faire valoir, Benjamin, puis ça, je trouve ça intéressant pour lui. L'un des ajouts importants là, du côté des Chargers, c'est Mekhi Becton également sur la ligne offensive. Évidemment, pour Marion Mhm. Hampton, le porteur de ballon qu'on a repêché en première ronde. Et du côté des départs, on a Joey Bosa. Oui, je pense qu'il arrive au bout du rouleau. Joey Bosa, il est parti pour les Bills. Et évidemment, Joshua Palmer également. Mike Williams a pris sa retraite. Mais on a vraiment fait des ajouts intéressants, si tu veux mon avis, du côté des Chargers pour la prochaine saison. Là. Ouais, ton gars, Najee Harris et ses feux d'artifice, là, également anciennement Ah des oui. Steelers de Pittsburgh, a raté le début du camp d'entraînement, s'est blessé à un œil lors du C'était 4 pas grave, juillet. les feux d'artifice, il n'y Bien avait rien, mais négligent. finalement, il y avait quelque chose, finalement. C'était peut-être plus grave qu'on Ben oui, pense. c'est ça qu'il nous disait. Ben oui, exactement. Il nous disait non, non, c'est mineur. Puis là, le camp d'entraînement a commencé. Lui, il participait pas aux entraînements, portait des lunettes de soleil afin de protéger son œil. Ah, bref, quel fiasco. Mike Williams, qui a pris sa retraite tout juste avant le début du camp d'entraînement. Je crois pas qu'on s'attendait à ça nécessairement du côté des Chargers. Heureusement qu'on a repêché des receveurs de passe. Mais parlons justement du Québécois Benjamin Saint-Just. Hein. Il n'y a pas beaucoup de Québécois du côté de la NFL. Il faut en parler. Benjamin qui a signé un contrat d'un an avec les Chargers le 12 mars dernier durant la période des joueurs autonomes. Et puis, lorsque je l'avais interviewé, je ne sais pas si tu t'en souviens, il avait dit qu'une des raisons pour laquelle il avait choisi de signer avec les Chargers, bon, tout d'abord, c'était Jim Harbaugh qui l'avait recruté après son stage au niveau collégial avec les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Il était parti des Spartiates aux Wolverines de Michigan. Ensuite de ça, il avait changé d'école, il était allé à l'Université du Minnesota. Donc, le fait qu'Harbaugh était là, c'est une des raisons. Mais la deuxième raison pourquoi il a signé avec les Chargers, c'est qu'il croit que les Chargers vont l'utiliser comme les Commanders le faisaient au début de sa carrière, avant la saison dernière en fait. Parce que du côté des Commanders, ben, on en a fait un demi-coin partant. Mais ça ne mettait pas en valeur ses attributs. Sa force, c'est quoi? C'est sa polyvalence à Benjamin. En raison de son gabarit, 6 pieds 4 pouces pour un demi-défensif, ça, c'est très rare. Et souviens-toi, au début de sa carrière, lors de ses 3 premières saisons avec les Commanders, on l'utilisait à toutes les sauces. Hein. Il affrontait les Eagles, on lui demandait de couvrir les receveurs avec des physiques imposants comme A.J. Brown. D'autres semaines, on lui demandait de couvrir un ailier rapproché. Donc, on l'utilisait de plusieurs façons, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière du côté des Commanders. Le flop au repêchage, Emmanuel Forbes avait laissé un trou à la position de demi-coin des Commanders. Benjamin est allé à cette position-là. Ça n'a pas été sa meilleure saison, mais moi, je m'attends à ce qu'il soit en mesure de rebondir cette année. Il n'était pas en uniforme lors du premier match préparatoire des Chargers. Il devrait prendre part aux autres rencontres. Bref, je m'attends à une bonne saison de la part du demi-défensif québécois des Chargers. J'ai le goût de te lancer maintenant sur, si on parle, on revient sur l'attaque, on va commencer par l'attaque, Didier, avec la question de Vincent Gagné sur Instagram qui nous demande avec Mekhi Becton, avec Joe Alt et Slater, également Rashawn Slater, les Chargers pourraient avoir la ligne offensive la plus dominante de l'association américaine. La défense, solide comme l'an dernier, c'est enfin l'année où les Chargers détrôneront les Chiefs. Écoute, t'en penses quoi? Ben, si on parle strictement, on commence par la ligne à l'attaque. Oui, Mekhi Becton, c'est qu'on avait identifié l'année dernière du côté de la ligne à l'attaque. On a vraiment deux excellents bloqueurs.
On parle de Alt et de Slater qu'on a également récompensé avec un nouveau contrat récemment. Mais c'est vraiment l'intérieur là, de cette ligne à l'attaque-là qui était le talon d'Achille de cette équipe en 2024. Est-ce que la signature de Mekhi Becton va venir vraiment changer la donne du côté des Chargers? Est-ce que c'est vraiment un changement qui va être significatif, je te dirais, du côté des Chargers? Pour moi, ça demeure une question quand même en suspens, à mon avis. Ben, la question de savoir quel Mekhi Becton va se présenter à Ouais, Los c'est ça. Angeles. Si c'est le Becton qu'on a vu l'année dernière avec les Eagles de Philadelphie, ben là, absolument, oui, ça va être positif, là. Avec le duo de bloqueurs, oui, en Joe Hart avec Slater, on met sur un des meilleurs duos de bloqueurs de toute la NFL. Puis si jamais il y a quelque chose à Slater, à la position de bloqueur à gauche, ben Joe Hart, à l'université, il jouait à la position de bloqueur à gauche, donc on pourrait l'envoyer là. Mais vraiment, Becton, ça va être quoi le Becton? Est-ce que c'est le Becton qu'on a vu en début de carrière avec les Jets de New York, qui était trop gros, qui se blessait continuellement aux jambes, a subi blessure aux genoux notamment, ou le Mekhi Becton qu'on a vu dans une forme resplendissante l'année dernière à Philadelphie, avec le coaching également des Eagles. Est-ce qu'on va pouvoir répliquer ça du côté des Chargers? Ça, c'est la question. Si la réponse est oui, ben, effectivement, je suis d'accord avec Vincent. Les Chargers vont miser sur une des meilleures lignes à l'attaque de la NFL. Puis ça augure très bien pour le porteur de ballon recru, Omarion Hampton. Si on parle de Justin Herbert, je vais te poser la question de Thomas Frigon également sur Instagram qui nous demande est-ce que Justin Herbert a suffisamment d'armes en attaque pour amener les Chargers loin en éliminatoire? L'attaque semble manquer de playmaker. Ben, on l'avait remarqué du côté des Chargers, clairement, parce qu'on a justement acquis Omarion Hampton via le repêchage. On a sélectionné également Trey Harris en deuxième ronde des receveurs. On a la nouvelle sensation là, qui est Andre Lander-Smith, un choix de cinquième ronde également, qui fait Mhm. écarquiller bien des yeux au camp d'entraînement. J'ai envie de te demander si on a assez de joueurs talentueux en attaque. On a Quentin Johnson. Je pense encore que Quentin Johnson pourrait se développer. Il est encore jeune. On a des joueurs qui pourraient, on a des joueurs avec du potentiel, mais il reste à voir si ce potentiel-là peut se matérialiser rapidement en 2025. Dudy, toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'on a assez de potentiel en attaque pour rivaliser avec les Chiefs et les Broncos du côté des Chargers? Le potentiel est là. Tu sais, on vient de parler de la ligne à l'attaque. Tout commence avec la ligne à l'attaque. Puis là, bon, il y a eu la retraite de Mike Williams, mais d'après ce qu'on lit depuis le début du camp d'entraînement, bon, tu as parlé de KLS qui éblouit depuis le début du camp d'entraînement. Harris, apparemment, il a démontré de bonnes choses. Ces deux joueurs-là, ces deux recrues-là, ben, elles vont devoir là, justement en donner beaucoup du côté de l'attaque des Chargers afin de donner un coup de pouce à Justin Herbert, un peu comme Ladd McConkey l'année dernière. On a touché le gros lot en repêchant Ladd McConkey. Est-ce que ça va être encore une fois le cas avec Harris et KLS? Ça reste à voir. Est-ce qu'on va être chanceux deux fois là, avec nos receveurs recrues? Si c'est le cas, ouais, on pourrait chauffer les Chiefs du côté des Chargers. Il y a les Broncos, j'en ai parlé tout à l'heure. La section pourrait être très coriace, la section ouest de l'association américaine, parce qu'il semble que Quinton Johnson, jusqu'à présent, connaît un bon corps d'entraînement. Il attrape toutes les passes ou à peu près lancées à sa direction, parce qu'on sait depuis le début de sa Un bon carrière, début. les passes échappées, là, c'est ça là, qui le tue. Là. Il est en mesure de se libérer. Il est grand, il est gros, il est rapide, mais il échappe beaucoup, ben beaucoup trop de passes. Alors lui, pour Johnston, il n'y a aucun doute que c'est une année cruciale. Là. C'est sa troisième année. Là. Il n'y en a plus d'excuses et on a grandement besoin de lui. Parce que Mike Williams était l'autre receveur qui était imposant physiquement, mais là, il n'est plus là, il a pris sa retraite. Alors, Johnson doit livrer la marchandise. Et alors que du côté de McConkey, il faut juste garder une chose en tête. L'année dernière, écoute, comme je viens de le dire, là, on a touché le gros lot en le repêchant. On savait qu'il était talentueux. Une des raisons pourquoi il a chuté au repêchage, Marc-André, c'est son historique de blessures. Il a été en santé l'année dernière. Il faut juste garder ça en tête. Est-ce qu'il va être en mesure de rester en santé? Parce que ce n'est pas nécessairement un receveur qui est imposant physiquement. Moi, c'est ma seule question dans le cas de Ladd McConkey, qui est vraiment tout un receveur de passe. J'ai une question également de Joey Durer là, sur YouTube qui nous demande le système offensif de Jim Harbaugh pourrait-il permettre à Omarion Hampton de surpasser Ashton Genty en termes de performance? Moi, personnellement, je ne crois pas parce qu'Ashton Genty va être utilisé à outrance. On va lui donner,
il va avoir, d'après moi, il va avoir 25 opportunités par match, mais je pense qu'Omarion Hampton va avoir son utilité. On l'a vu dans le match du Temple de la Renommée, il a effectué une course là, vraiment assez, une course assez exceptionnelle lors du match préparatoire. Mais écoute, je pense que c'est un excellent joueur, Omarion Hampton, mais de là à le placer au niveau d'Ashton Genty, je pense qu'il a encore des croûtes à manger. Toi, t'en penses quoi? Moi, personnellement, je me souviens, lorsqu'on faisait nos épisodes là, du podcast durant la période du repêchage, moi, je n'étais pas de ceux qui croyaient qu'il y avait un si grand écart que ça entre Genty et Hampton. Moi, j'adore Hampton. Et puis, jumelé au système, on parle dans la question, on parlait du système de Jim Harbaugh, mais c'est vraiment le système de Greg Roman, qui est coordinateur à l'attaque des Chargers. C'est une chose qu'on sait de Roman, c'est qu'il veut courir avec le ballon. OK? Il veut courir avec le ballon. Anciennement, il était coordinateur offensif des 49ers de San Francisco avec Jim Harbaugh. Souviens-toi, dans ce temps-là, il y avait Frank Gore, il y avait Colin Kaepernick. C'est lui qui avait développé cette attaque terrestre-là là, avec Kaepernick là, qui avait permis aux Niners de se rendre jusqu'au Super Bowl. Ensuite de ça, Greg Roman, c'était lui coordinateur à l'attaque des Ravens de Baltimore au début de la carrière de Lamar Jackson, en fait, jusqu'à il y a 2 ans. Greg Roman, c'est un des meilleurs coordinateurs offensif de toute la ligue pour dessiner le jeu au sol. OK? Là, pour la passe, ça, c'est autre chose. Il y a Jim Harbaugh est là et également Mark Trestman qui fait partie de l'organisation des Chargers, qui est là pour donner un coup de main afin de dessiner l'attaque du côté du jeu aérien. Mais tout ça pour dire qu'au sol, Hampton arrive vraiment dans une situation idéale. Parce que la ligne à l'attaque, on vient d'en parler, là, si Becton peut être en forme, cette ligne à attaque-là, elle a le potentiel d'être c'est pas la meilleure de la NFL. Elle est grosse, elle est robuste. Alors, Hampton lui-même est un gros porteur de ballon, robuste. Alors, c'est la raison pour laquelle je crois que Hampton, à la fin de la saison, pourrait potentiellement être plus productif que Genty. Chose qui est certaine, c'est que pour être aussi productif que Genty en 2025, il va falloir qu'il supplante Najee Harris très rapidement pour Ça sera pas avoir un vraiment. problème. Ça sera pas un problème. Ça sera pas un problème. Najee Ben, en ce Harris moment, qui est tellement lent, il y a une raison pourquoi il est plus à Pittsburgh. C'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. Ce n'est qu'une formalité. quand la plus belle qualité de Najee Harris comme porte-ballon, c'est sa disponibilité, ça en dit long Ouais. sur un gars. Si on parle un peu de la défense maintenant, Didier, on a eu quelques départs. On a vu Joey Bosa, 9 saisons avec les Chargers. C'était vraiment le visage de la concession pendant quelques années. Mais 23 matchs ratés en 3 ans. Donc, oui, il commence à être au bout du rouleau. On a également misé sur la stabilité avec des vétérans, sur des retours également sur des contrats d'1 an, avec Khalil Mack et Denzel Perryman. On a aussi quelques bons joueurs là, du côté des Chargers, notamment l'émergence l'année dernière de Diane Henley en 2024, huitième pour les plaqués dans la NFL. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses du front défensif des Chargers, mais est-ce que selon toi, on peut tenir le coup en 2025 avec justement des vétérans comme Mack, comme Perryman et comme un secondaire comme Henley, là, qu'on a vu vraiment l'émergence là, déployer son plein potentiel l'année dernière? Ça me laisse sur mon appétit. OK? Surtout, comment on va faire pour presser les carrières adverses? Tu as parlé du départ de Bosa. Bon, il était vraiment pas fiable. Dès son arrivée à Buffalo, il a subi une blessure durant la saison morte. D'ailleurs, Khalil Mack, ben là, il est âgé, Khalil Mack. Là. C'est la raison pour laquelle on lui a juste donné un contrat d'1 an. Alors, la pression, elle va venir de où? Est-ce qu'on va être obligé de blitzer énormément? Si c'est le cas, là, ça va mettre de la pression sur la tertiaire. Pour moi, ça, c'est le point d'interrogation. C'est la question numéro un que j'ai envers cette édition 2025 des Chargers de Los Angeles. On vient de parler des Broncos de Denver. On se pose pas la question afin de savoir comment Denver va apprécier les carrières adverses. On a parlé des joueurs au sein du front de cette unité défensive. Mais du côté des Chargers, pour moi, ça, c'est le gros point d'interrogation. Au niveau de l'équipe au complet, comment on va générer de la pression sur les carrières adverses? Et même au niveau de la tertiaire, je te dirais qu'il y a des points d'interrogation parce que ça, justement, on parlait d'opportunité pour Benjamin Saint-Just. Il y en a une belle, Benjamin, parce qu'avec les départs d'Asante Samuel Jr. et Christian Fulton, je pense qu'on a aussi, on devrait avoir des réponses à nos questions dans les prochaines semaines du côté des Chargers. Mais tu sais, on a Derwin James qui est probablement le gars dans la tertiaire qui est le plus constant, mais sans plus. Donc, j'ai hâte de voir aussi comment tout ça va s'agencer, là, la tertiaire aussi. On a des questionnements en défense côté des Chargers.
Ouais, définitivement. Mais comment on va faire pour chasser les carrières adverses? J'en reviens à ça. Parce on n'a pas le personnel pour le faire, là, à moins qu'il y ait un joueur qui s'avère être une révélation ou il y a quelqu'un là, qui passe sous le radar. Mais on n'a pas le personnel pour déranger les carrières adverses. Bref, j'ai bien hâte de voir ça. Le total de victoires des Chargers en 2025 est présentement à 9,5, donc 9,5 victoires, Didier. C'est quand même une ligne que je trouve problématique, là. Je veux dire, c'est pas facile de penser. Je pense que les Chargers vont terminer troisième de cette division-là, c'est mon avis. Est-ce ils vont atteindre le plateau des 10 victoires? Ils en ont eu 11 la saison dernière. Moi, je vais placer un moins là-dessus. Je pense que les Chargers vont avoir moins Ah ouais. de 10 victoires cette saison. Le jour ça va être crucial pour les Chargers parce qu'on vient parler des points d'interrogation du côté de la défense, autant au niveau du front et même au niveau de la tertiaire. Une façon de masquer tout ça, c'est de dominer au niveau du temps de possession, de courir avec le ballon. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment aider l'unité défensive. Pour ce qui est du over-under, moi j'ai confiance en Jim Harbaugh. À cause de la confiance que j'ai envers Jim Harbaugh, je vais choisir plus de 9 victoires et demie pour les Chargers en 2025. Ça, j'ai une confiance aveugle en Jim Harbaugh. Alors, jusqu'à preuve du contraire, j'y vais pour le over au niveau du over-under. Maintenant, Marc-André, on va se tourner du côté du fantasy football pour cette saison 2025 du côté des Chargers de Los Angeles. Ça commence avec Justin Herbert qui, l'année dernière, a fait un excellent travail afin de bien protéger le ballon en saison régulière. Il a été victime seulement de quatre interceptions. Mais bon, en termes de fantasy football, ça a laissé ses propriétaires, je crois, sur leur appétit, étant donné qu'il est tellement talentueux. À quoi peut-on s'attendre, Didier, de Justin Herbert cette saison? C'est la grande question, parce que l'année dernière, on se souvient, il s'était blessé en début de saison. Blessure l'an dernier, donc lors des semaines numéro 1 à 7, donc en début de saison, il était le quart numéro 27. On voyait du côté de l'attaque, la planification en attaque aussi pour Justin Herbert. On courait davantage avec le ballon, on lui laissait pas tenter. Il y avait des matchs là, qui tentaient moins de 25 passes, même moins de 20 passes par match. C'était un peu inquiétant. Mais lorsqu'on a ouvert le livre de jeu là, du côté de Jim Harbaugh et Greg Roman, à partir de la semaine numéro 8, quart numéro 11 en termes de points par match, 8 top 12 à la position à partir de la semaine numéro 11. À partir de la semaine numéro 8, pardon, c'était deuxième dans la NFL derrière Lamar Jackson. Donc, on a vraiment eu une progression dans son cas dans le jeu de Justin Herbert. Maintenant, est-ce qu'il peut redevenir le quart fantasy élite qu'il était? J'en suis pas convaincu, en tout cas, du moins pas cette année. Mais aussi, on l'a vu courir avec le ballon. Ça, c'est intéressant. 306 verges au sol la saison dernière, c'est un sommet. Et le quart numéro 14 en ce moment, gratuit dans une ligue à 12 équipes. Si vous voulez vous assurer des services de Justin Herbert, vous pouvez le faire assez aisément dans une ligue à 12 formations. Je ne suis pas convaincu qu'il va retrouver ses lettres de noblesse des débuts de carrière où il était le quart numéro dans un quart top 5 au niveau fantasy. Mais est-ce qu'il peut s'améliorer? Ça, j'en suis quand même convaincu. Si on parle maintenant du porteur de ballon, Omarion Hampton, on en a glissé un mot, près de 3200 verges et 30 touchés à ses 2 dernières saisons à North Carolina au niveau universitaire. C'est un porteur de ballon vraiment qui peut tout faire sur le terrain. Il est le porteur de ballon numéro 17 en ce moment. C'est un choix de quatrième ronde. Et, et autant et plus le camp d'entraînement avance, plus Najee Harris n'est pas sur le terrain, plus Omarion Hampton augmente ou monte dans les classements, monte dans mon cœur également. Je pense qu'il peut s'avérer une excellente option si Najee Harris vraiment rate le début de la saison. Et je veux vous parler également de Ladd McConkey en 2024, pardon, qui a vraiment été une découverte au niveau fantasy entre les semaines 8 et la semaine 18, receveur numéro 8 au niveau fantasy, ciblé près de 23% du temps par Justin Herbert. Donc ça, c'est intéressant. Hyper efficace également. 2,57 verges par tracé. Je l'expliquais que cette statistique-là permet de voir à quel point un receveur crée de la séparation et se démarque sur un terrain. Et là, McConkey est l'un des meilleurs à ce niveau-là. Il est seulement 3 autres recrues avec une moyenne plus haute que lui lors des 10 dernières années. Les 3 autres étant Justin Jefferson, Odell Beckham et A.J. Brown. Donc, pour moi, là, McConkey, là, c'est un choix de deuxième ronde en ce moment. Oui, il y a un historique de blessure. Oui, il est parfois fragile, mais je pense que s'il est en santé pour 17 matchs, il va s'avérer très, très payant au niveau fantasy. Ouais, ça devrait juste l'aider là, si Harris, notamment, et Johnston
sont en mesure de contribuer et KLS aussi. Alors, ça devrait l'aider dans sa production.